Amis de la place de vérité, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de notre histoire, l'histoire de la place de vérité, du temps de l'Égypte antique. Et pour cela, Isabelle va sortir, je crois, beaucoup d'arguments, beaucoup d'éléments parlant de cette place de vérité, ce village où les gens se retrouvaient, les artisans, les astrologues, les mages, etc. Mais je crois que ce sera mieux passé que moi pour vous en parler. Donc je laisse la place à Isabelle. Alors surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Isabelle, c'est à vous. Oui, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de quelque chose que nous avons tous entendu, c'est-à-dire un nom très commun, la place de vérité. Mais pourquoi ce nom et surtout où est cette place de vérité? D'où vient-elle? Que représente-t-elle? On va dévoiler un petit peu certaines choses qui concernent cette place, ces personnages qui sont nos ancêtres, c'est-à-dire les Égyptiens. Mais pourquoi ce nom? Et on va peut-être voir que la place de vérité est quelque chose qui nous ancre peut-être un peu plus dans nos racines et dans ce peuple mystérieux qui a vécu il y a de très très nombreuses années. Mais on va peut-être commencer par justement parler de ce temps où ces personnages ont vécu. Alors, tout commence bien sûr 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire c'était les civilisations préhistoriques de Baduri, Mérindé et Négada. Et l'Égypte, elle sort de la préhistoire. C'était des communautés sédentaires qui se sont fixées dans la vallée fertile du Nil. Le Nil, je rappelle, c'est la terre noire. À l'est et à l'ouest, c'est le désert, la terre rouge. Deux royaumes s'édifient, la Haute et la Basse Égypte. Puis, vers 3000 à 2800 ans avant Jésus-Christ, il y a l'ancien empire, c'est-à-dire de la 3e à la 10e dynastie. Vers 2160 à 1600 avant Jésus-Christ, c'est le Moyen Empire. C'est-à-dire qu'on se retrouve entre la 11e et la 17e dynastie de cette civilisation égyptienne. Vers 1600 à 1085 avant Jésus-Christ, le Nouvel Empire, là nous naviguons entre la 18e et la 20e dynastie. Et bien sûr, on arrive à 1085 à 1 et 4 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est la basse époque, de la 21e à la 26e dynastie. Mais nous allons plutôt parler de cette 20e dynastie, vous allez le découvrir un peu plus tard. Alors, on a différentes civilisations qui se sont succédé sur ces terres égyptiennes. Il y a eu d'abord l'occupation de l'Égypte par les Perses sous la 27e dynastie, la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ, là ça commence à parler un peu plus à tout le monde, la domination des Ptolémées en 330 avant Jésus-Christ, qui fut aussi une époque très importante, et la conquête de l'Égypte par les Romains. Et là, nous sommes en 30 ans avant Jésus-Christ. L'Égypte, bien sûr, c'est une bande étroite de terre, large de quelques dizaines de kilomètres, et qui s'étire de la Méditerranée aux cataractes du Nil sur près de 2000 kilomètres. De part et d'autre de cette vallée, il n'y a que des déserts. Le delta du Nil, élargi en éventail, constitue la Basse-Égypte. Au sud de Memphis, ville située à la pointe du delta, c'est la Haute-Égypte.
où la largeur des terres cultivées atteint rarement 10 km. Dans ce pays isolé du reste du monde par la Méditerranée et les déserts, s'est développée pendant 3000 ans une civilisation brillante. Memphis, c'est le nom grec de la ville antique, capitale du premier nom de Basse-Égypte, Neb-Edj, qui veut dire la muraille blanche. Le nom Memphis est la déformation grecque du nom égyptien de la pyramide de Pépipomée, c'est-à-dire la 6e dynastie, ou que l'on appelle aussi Men-Néfer. La ville fut fondée par le roi Ménès vers -3000 et fut la capitale de l'Égypte durant tout l'Ancien Empire. Memphis est sous la protection du dieu Ptah, le patron des artisans, dont le temple était l'Ok-Ka-Ptah, le château du Ka de Ptah. C'est ce terme qui qualifie la maison du dieu, qui serait dérivé en grec le mot Aegyptos, prototype du nom du pays en latin. Nous nous approchons petit à petit de cette place de vérité. Alors, on va peut-être parler un petit peu de Ptah, puisque c'est un nom que l'on va nommer assez fréquemment. Au début du temps, Ptah préexistait à toute chose. Ptah, créateur de l'univers, contient en lui les semences végétales et tous les constituants de la nature. Il donne naissance aux dieux, aménage les offrandes et construit les villes. Ptah est naturellement le patron des artistes. Il est également le dieu des artisans. Mais nous allons remonter le Nil et nous arrêter en face de Thèbes, où fut créé un nouveau village du nom de Deir el-Médine. Deir el-Médine, ou Deir al-Médina, est le nom arabe d'un village de l'Égypte antique, où résidait la confrérie des artisans, chargée de construire les tombeaux et les temples funéraires des pharaons et de leurs proches durant le Nouvel Empire, de la 18e à la 20e dynastie. Le site se situe sur le chemin qui ramène du Ramesséum à la vallée des Reines. Et voilà, nous nous approchons de cette fameuse place de vérité. Son nom antique, Set Maat Er-Imanti, ou Azet, signifie la place de Maat ou place de vérité. Le nom arabe de Deir el-Médine signifie le convent de la ville. Les habitants de Deir el-Médine sont à l'origine d'une grande partie des tombes de la vallée des rois et des temples funéraires qui longent la rive ouest du Nil. Ils sont entre autres à l'origine des tombes des Aménophis, des Toutmosis, des Ramsès et du plus médiatique des pharaons, le jeune Toutankhamon. On leur doit également le temple monumental d'Hatchepsout sur le site de Deir el-Bahari. Sur le flanc de la colline bordant le village, les tombes des ouvriers ont été construites et décorées par les ouvriers de la métropole eux-mêmes. On y trouve entre autres les tombes d'Hippi, de Pached et de Senedjem. Les fouilles ont permis de retrouver un grand nombre d'ostracas, débris de matériaux sur lesquels on a écrit ou dessiné, et de papyri qui renseignent d'une façon détaillée sur la vie quotidienne des ouvriers. Ceux-ci apparaissent comme un personnel bénéficiant d'un statut enviable. Ces grands travaux n'ont donc pas été réalisés, contrairement à une légende tenace, par une population d'esclaves. La déesse Metséger, c'est-à-dire la cime, était la protectrice du village. À son apogée, le village couvrait une superficie de 5600 m² et comptait moins d'une centaine d'habitants. On y construisit des temples et vénérait des divinités. Mat, la rectitude, règle primordiale de la confrérie. Metséger, protectrice du village. Thoth, le patron des scribes et des dessinateurs. Eknoun, patron des potiers et des sculpteurs. Tout ce monde se trouvait donc dans ce village de vérité et que l'on a appelé le village des artisans.
Ils avaient ce que le pharaon avait voulu concentrer de plus d'artisans les mieux formés, les plus à même de pouvoir réaliser des temples, des tombes, mais non seulement réaliser, mais faire naître et faire ressortir le sacré de tous ces lieux. Alors, d'époque ptolémaïque, le petit temple de Deir el-Médine, qui n'était pas large, il faisait que 9 mètres de large sur 22 mètres de long, comportait 3 sanctuaires juxtaposés, précédés d'un vestibule soutenu par 2 colonnes à chapiteaux atoriques. Ici étaient vénérés Amon-Ré, Osiris, Sokar et Hathor. Et on trouve dans un des sanctuaires une très rare représentation de la pesée du cœur devant Osiris, qui devait définir si le défunt était apte ou non à entrer dans le royaume des morts. Nous allons maintenant nous projeter dans ce village des artisans pour y découvrir divers points. Ses mystères, sa composition, son plan architectural, ses corvées et grands travaux et finalement sa vie quotidienne. Ces artisans étaient des initiés au grand mystère, car pour construire la demeure d'éternité d'un pharaon, il fallait, en plus du talent, être capable de faire rayonner l'âme du défunt dans l'au-delà, auprès des divinités, afin que son âme soit réincarnée dans le ciel céleste. La place de vérité est donc dans l'Égypte antique un lieu très fermé par rapport au monde extérieur, et ses membres détenaient des étons de grands secrets, comme celui de créer de l'or. Dès lors, elle ne dépendait d'aucune administration et rendait ses comptes directement à Pharaon ou au grand vizir. Alors, quelle était sa composition? Il y avait en premier la femme sage, c'est-à-dire la mère spirituelle de la communauté et médecin accompli. Le maître d'œuvre, chef de tous les artisans, c'est lui qui dirige et imagine la construction de la tombe. La place de vérité est composée de 2 équipes, l'équipe de gauche et celle de droite. Elle représente le gouvernail de la communauté. Chacune des 2 équipes a son propre chef. Chaque équipe comporte des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs, des tailleurs de pierre, un menuisier et un orfèvre. Alors, quelle était la vie quotidienne des habitants de ce village des artisans? Alors, les salaires étaient versés le 28 de chaque mois. 5 sacs d'épeautres et 2 d'orge pour les chefs d'équipe, 4 d'épeautres et un demi-d'orge pour les subordonnés, et tous les 10 jours, du sel, des huiles, des onguents et des parfums pour l'ensemble des habitants. Chaque jour, plusieurs kilos de pain, de gâteaux, au moins 300 kilos, de poissons par personne, de légumes et des fruits frais, du lait et de la bière, et selon les besoins, des vêtements et des sandales. Chaque jour également, une centaine d'ânes et 50 porteurs livraient de l'eau déversée dans 2 réservoirs, l'un près de l'entrée du nord, l'autre près du mur sud. Les villageois venaient y remplir leurs cruches et y déposer d'autres réserves d'eau, dans des amphores piquées en terre, à l'abri du soleil. Il existait aussi un puits au nord-est du temple, utilisé pour les rituels. Lors des grandes fêtes ou bien pour célébrer des événements importants, les pharaons avaient coutume de livrer à la confrérie des aliments de choix, notamment des grands crus. Afin que les serviteurs de la place de vérité puissent se consacrer au maximum à leur art, ils bénéficiaient du concours d'auxiliaires, à savoir des blanchisseurs, des boulangers, des chaudronniers, des potiers, des tisserands, des coupeurs de bois, des forgerons, des pêcheurs, des jardiniers, etc. Les maîtresses de maison pouvaient faire appel à des employés occasionnels qui faisaient payer leur journée de travail au cours de laquelle elles préparaient du pain, du fromage ou d'autres nourritures, ou bien s'occupaient du bétail que possédaient les villageois et qui demeurait sur leur terre à l'extérieur de la place de vérité. Notons aussi que les artisans étaient autorisés à exécuter à leur guise des commandes
provenant de l'extérieur, par exemple des sarcophages, des lits, des coffres ou des chaises qu'ils échangeaient contre des produits de beauté, des vêtements ou d'autres biens. Alors, on a parlé tout à l'heure de la femme sage. Alors, elle résidait au village et elle était, on a dit, celle qui savait, une guérisseuse et une magicienne capable de soigner les maux les plus fréquents, comme les infections oculaires ou les affections gynécologiques, ainsi que les blessures résultant d'accidents du travail. Eh bien, nous savons aujourd'hui que les médecins égyptiens étaient capables de poser un diagnostic précis en écoutant la voix du cœur et en appréciant la plus ou moins bonne circulation de l'énergie dans les canaux du cœur, du corps. Ils disposaient d'une pharmacopée remarquable et prescrivaient des pratiques alimentaires visant à drainer l'organisme et à éliminer les forces pathogènes, sans oublier les règles d'hygiène comme la fumigation régulière des maisons. Un fonds commun de solidarité permettait de faire face aux divers désagréments. Et la petite communauté bénéficiait des soins de son médecin particulier. Et si ce dernier s'estimait incompétent, le malade se rendait chez un spécialiste et ses dépenses lui étaient remboursées. Les serviteurs de la place de vérité, leurs épouses, leurs enfants, savaient lire et écrire. Et une partie de leur correspondance avec l'extérieur a été conservée, notamment des lettres rédigées par des femmes qui demandent aux membres de leur famille restés à l'extérieur de ne pas s'oublier les uns les autres, racontent leur vie quotidienne ou bien écartent des soupirants trop empressés. Et le village disposait aussi d'une bibliothèque comprenant les grands textes classiques, les enseignements des pharaons à leurs successeurs, des contes, des chants d'amour, ou même une clé des songes. La distraction préférée des villageois était la musique. La plupart des activités s'accomplissaient en chantant ou en écoutant des airs agréables, et il n'y avait ni fête ni banquet sans orchestre composé d'hommes et de femmes. Sur cette place de Math figurait le plan des tombes royales. Dès sa première année de règne, le pharaon choisissait, avec le maître d'œuvre de la confrérie, l'emplacement de sa future sépulture. Dans cette place de Math officiaient des grands prêtres de Ptah. On revient à Ptah. Il portait le titre de Ur-Kerepo Emout en transcription, c'est-à-dire le plus grand des chefs des artisans ou le plus grand des directeurs des artisans. Les hommes de l'intérieur, à savoir les serviteurs de la place de vérité, étaient considérés comme l'équipage d'un bateau. Le village était donc ressenti comme une barque voguant sur les beaux chemins de l'éternité pour épuiser l'inspiration nécessaire à une création lumineuse et conforme à l'harmonie de Math. Nous connaissons les noms des chefs des équipes de droite et de gauche, parmi lesquels Néfer-Hotep et Paneb. Nous avons vu la composition. Alors il faut y ajouter maintenant des scribes, dont le scribe de la tombe représentant du pouvoir central. En l'absence du pharaon, c'est le scribe central ou le scribe royal à qui incombaient ces fonctions. L'équipe de droite et l'équipe de gauche recevaient alors les outils que le scribe de la tombe sortait de la chambre forte. Crampiques, ciseaux de cuivre, herminettes et mèches qui produisaient de la lumière sans fumer pour ne pas noircir les parois de la tombe. Les spécialistes vérifiaient la qualité de la roche. Un calcaire excellent pour la sculpture, puis les artisans organisaient un atelier dans la vallée elle-même. Le fait remarquable de cette place de la place de vérité, elle disposait de son propre tribunal, rigoureux comme l'équerre, et le plus souvent composé de 8 membres chargés de distinguer la vérité du mensonge et de protéger le faible du fort. Les sages du village, dont les femmes,
traitait des affaires publiques comme privées et pouvait organiser interrogatoires et perquisitions. Ce tribunal servait de chambre d'enregistrement pour les actes juridiques divers, dont les déclarations de succession, chacun pouvant léguer ses biens à qui il le désirait. L'histoire de la communauté de Deir el-Médine accompagna l'histoire de la monarchie du Nouvel Empire dont elle partagea le destin. À la fin de la 20e dynastie, les razzias incessantes des nomades libyens sur la rive gauche du Nil ne lui permirent plus de vivre en sécurité sur le site de Deir el-Médine. Aussi connut-elle un second déménagement définitif, celui-là, pour l'enceinte fortifiée de Médine à Bou, ce que je vous ai signalé tout à l'heure. Et bien, c'est en ce lieu qu'elle devait résider jusqu'au tout début de la 21e dynastie, date à laquelle l'abandon de la nécropole thébaine comme lieu de sépulture des rois rendit son maintien sans objet et provoqua sa dissolution. Il est à noter que le crépuscule du Nouvel Empire avait été marqué à Thèbes par de nombreux pillages de tombes où certains des membres de l'équipe de la tombe avaient eux-mêmes été impliqués. On a retrouvé des papyrus narrant la grève qui s'était élevée en la 29e année de Ramsès III, ainsi qu'une lettre de réclamation écrite par le scribe Néferhotep à son seigneur sur les demandes formulées par les ouvriers. La vie quotidienne de la communauté d'artisans a pu être reconstituée dans ses détails d'après de nombreux croquis et documents sur éclats de calcaire, ostraka, découverts dans le village et dans une énorme puits située non loin de son extrémité nord, mais aussi par des papyrus et autres vestiges. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce double nom de place de vérité et place de Math. Math était la divinité de ce village des artisans. Et comme toutes les divinités, elle montait, elle avait son lieu pour se ressourcer et pouvoir se recharger. Et elle le faisait sur cette fameuse cime qui se nomme la cime Messenger. Et pourquoi montait-elle pour se ressourcer sur cette cime? Parce qu'elle avait un rituel qui était fabuleux avec la rencontre avec le cobra royal femelle. Et c'est ce qui lui permettait de se ressourcer, mais vous pourrez trouver dans d'autres, ou peut-être que ça fera peut-être la façon de refaire une autre vidéo sur ces coutumes de cette déesse Math, et qui, lorsqu'elle se ressourçait, n'étant plus sur ce village, sur cette place de vérité, on ne pouvait plus appeler le village ou la ville le village de Math. Donc à ce moment-là, ça devenait la place de vérité. On ne pouvait pas l'appeler Math tant que Math n'était pas dans le village. Voilà pourquoi ce double nom, pourquoi Math est très importante sur le choix de protéger tous ces artisans qui avaient des connaissances et des savoirs innombrables. Ben voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette visite sur ce village de la place de vérité, au village de Math, et j'espère vous avoir intéressé à cette vie égyptienne. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir, notamment sur tout ce qui a trait à la médecine, tout ce qui a trait à l'astrologie. Et si vous voulez vous amuser un petit peu, cherchez. Il y a les signes astrologiques, comme nous avons nos signes astrologiques aujourd'hui que nous connaissons tous, mais il existe également les signes astrologiques égyptiens. Et si ça vous intéresse, c'est très ressemblant. À une très prochaine. Merci Isabelle pour cet exposé exhaustif sur l'histoire de la place de vérité. Donc, chers amis, n'oubliez pas notamment, encore rien de nouveau, de liker, de commenter, de vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Isabelle également, à très bientôt. Au revoir.